Bienvenue à QSD. Elles ont par amour brisé les barrières du racisme et elles ont épousé des hommes de couleur. Par amour aussi, elles ont quitté père, mère, frères et sœurs pour venir vivre en Afrique et notamment au Cameroun. Pendant des années, elles ont connu pour la plupart le grand amour. Et puis un jour, la mort sans préavis leur a arraché l'être cher. Ce sont les veuves blanches. Mais que sont-elles devenues après le décès du mari? Si certaines sont rentrées chez elles, d'autres, en revanche, ont accepté, ont même décidé de continuer à vivre au Cameroun. Alors, comment vivent-elles aujourd'hui leur nouvelle vie? Comment s'adaptent-elles? Sont-elles intégrées? Quels sont leurs problèmes, leurs souvenirs, leurs espoirs aujourd'hui? Voilà, autant de questions et bien d'autres auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses tout au long de ce grand reportage réalisé au Cameroun et en France. C'est ici, en Kolbifan, une banlieue proche de Yaoundé, que vit Françoise à Tangana. Veuve depuis 1992, elle n'a jamais oublié celui qu'elle a aimé il y a plus de 40 ans. Nous sommes rencontrés dans les années 55-56 dans des camps de jeunesse de l'association Adlouchem, qui était une association de laïcs missionnaires créée par le docteur Oujoula. Donc, jeunes gens de toute nationalité. C'était une association, disons, de rencontres interculturelles. Donc, nous nous sommes rencontrés aussi bien à Paris, où ils avaient un centre, où nous avions des échanges sur toutes sortes de sujets avec toutes sortes de personnes. C'était avant les indépendances. Donc, il y avait des Africains, des Marocains, des Algériens, enfin des gens de toute nationalité. Nous parlions politique, économique, projet, développement, etc. Et puis le coup de foudre? Le coup de foudre, peut-être pas. Enfin, oui, le coup de foudre sans doute, parce que je me souviens avoir repéré ce monsieur en me disant c'est quelqu'un de bon. Et l'idée m'est restée toute ma vie. Donc je me suis retrouvée dans ce milieu africain en 1956. J'ai été recrutée ensuite, après le congrès des écrivains et artistes noirs où j'étais secrétaire. J'ai été recrutée par Alioune Diop pour faire le secrétariat de direction de présence africaine. Donc notre projet avec Nicolas s'est précisé. On a décidé de se marier. J'avais un âge déjà plus que majeur. J'aurais pu me marier sans l'accord de mes parents, mais je leur ai demandé leur accord. Et ils n'étaient pas du tout d'accord. Il a fallu que ma mère d'une part, elle s'est offert un ulcère d'estomac pendant 2 ans. Et mon père, lui, a écrit à l'archevêque Jean Zoa pour demander si les parents de mon mari étaient baptisés. Il a attendu un certain temps sa réponse. Et il a donné, quand il a eu sa réponse, il m'a dit « Bon, ben, je vois, ce sont des gens bien. » C'était très naïf tout ça. Et donc nous sommes mariés au rameau, c'est-à-dire fin mars, le 29 mars 1958, à Paris, à l'église Saint-Séverin. Nous sommes restés à Paris. Nicolas, bon, il continuait ses études d'expertise comptable. Il travaillait pour gagner sa croûte avec le docteur Oujoula, donc plutôt au cabinet, ils étaient, je crois, au cabinet du ministère de la Santé ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai continué un petit peu à travailler à Présence africaine et j'ai arrêté pour la naissance de mon premier enfant, Bénédicte, qui est né au début 59. Ensuite, j'ai eu Emmanuel en 60, Jérôme en 61. Je m'en suis occupée, donc on vivait fort petitement. Et puis les années 60-61, c'était le grand enthousiasme de l'indépendance. Donc il était question que Nicolas rentre, il avait des contacts. Ça n'a pas été très vite, mais en 61, il a été recruté par la Banque camerounaise de développement. Et nous sommes rentrés le 13 août, enfin je dis rentrés, je suis arrivée, disons, le 13 août 61. Donc j'avais 3 bébés. Et 2 petits sacs. Voilà, ça m'en arrivait triomphale au Cameroun. Et même pour Nicolas, vous savez, à l'heure actuelle, quand on rentre de France, on est supposé transporter des tas de choses. Nous, c'était très modeste comme retour. On avait surtout très très peu de moyens. Heureusement, Nicolas a pu commencer tout de suite à la BCD. On a eu les avances de solde. J'ai été recrutée en novembre 61 à la présidence comme traductrice. J'ai mis en place le service de traduction, donc j'ai travaillé
fort dur pendant 20 ans. Après, bon, j'ai quitté la présidence pour aller au ministère du Plan. J'ai repris après ma première formation de juriste dans un cabinet d'avocats. Nicolas a travaillé toute sa vie pratiquement à la BCD puis à la SNI, Société Nationale d'Investissement. Bon, il a pris sa retraite en 89. Il avait décidé depuis 68, il avait ouvert un grand registre disant qu'il reprenait le terrain de ses ancêtres, qui se trouve ici à Nkolbifan, où personne n'habitait plus, où quelques femmes venaient cultiver, où sans doute le grand-père doit être enterré. Et il a mis ses petits moyens au fil des années pour essayer de faire une petite maison. C'était vraiment une petite maison. Et puis il a débroussé. Enfin, et puis au moment de prendre la retraite, on a dit où va-t-on ? Vous savez, quand on élève 5 enfants, ils étaient déjà en France, on leur payait des études universitaires sans bourse ni rien. Moi j'avais un salaire de l'administration, donc vous savez ce que c'est. Lui avait un salaire un peu supérieur, mais enfin ça n'allait pas très loin. Et donc on s'est installé ici en 89. 3 ans après, au cours d'un week-end que le couple passe en Gaoundéré, à Tangana, Nicolas décède loin de son village natal, d'Nkolbifan. Eh bien, en sortant de la maison à 5 heures du soir, on arrivait pratiquement devant la cathédrale et il est tombé de tout son long, à côté de moi. Sans un mot, sans rien du tout, sans dire aïe ni ouïe ni rien. Les mains dans les poches, donc il est tombé de tout son long et je crois que c'était fini. On l'a enterré comme il le voulait ici. On avait quelques semaines avant, quand on faisait un tour, une balade, je lui disais tiens, ça serait pas mal qu'on s'enterre là. Il me dit oh ben on a le temps, parce qu'on avait déjà enterré des beaux-frères ici. Donc on avait un coin qui était supposé être un futur cimetière familial. Pourquoi vous avez décidé de rester ? J'ai décidé de rester parce que j'étais là, j'avais un travail ici, hein, et puis j'avais toute une concession qui était pratiquement en chantier. Hein. Nous n'avons malheureusement pas eu les moyens pour aller très vite en besogne. Donc je pensais que c'était pour les enfants le seul moyen qu'ils aient un point de repère, enfin je veux dire qu'ils aient un pôle, vous voyez. Et la seule personne en espèce qui pouvait leur tenir ce pôle, c'était moi. De toute façon, j'avais quitté quand même le Cameroun depuis, maintenant ça fait 42 ans que je suis ici, vous voyez. Bon, je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas d'installation, je n'ai rien en France. Mes parents sont décédés, Dieu merci, je les ai eus très longtemps, donc ils nous ont hébergés pour les vacances, etc. Mais comme nous sommes très nombreux, nous n'avons pas pu garder la maison familiale, donc je n'ai pas de point de chute en France, autre à l'heure actuelle que les domiciles de mes enfants. Donc ici, bon, il fallait que je crée quelque chose, vous voyez. Les inconvénients alors ? Les inconvénients, disons c'est l'éloignement. Je ne suis pas très loin de la ville, 7 km, c'est pas terrible, mais il n'y a pas de route. Il faudrait faire une piste, qui n'est jamais faite. Il y a des tas de promesses de pistes, mais enfin, c'est jamais fait. Moi, je l'entretiens comme je peux. Je mets des pierres, vous avez peut-être vu, je fais les rigoles pour que l'eau s'écoule. Bon, il y a le problème de la route, bien sûr. Il y a le problème de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau ici. J'ai été victime de vol. Donc ça donne toujours une impression d'insécurité. Les avantages alors ? Le soleil, le calme. La nature, le calme, l'espace. J'ai une maison qui est beaucoup trop vaste, si on peut dire pour moi, mais enfin qui est prête à recevoir enfants et petits-enfants qui quand même viennent de temps en temps. Et puis, ou même des amis, on fait des pique-niques, etc. Et le moyen de communication, le téléphone ? Pour moyen de communication, moi, ma vie, ma respiration, c'est la voiture. Hein. Parce que sans voiture... Alors, mes enfants se sont organisés pour m'aider pour que je conserve toujours une voiture en état de marche, ce qui est plus que précieux, parce que sinon, ça serait évidemment beaucoup plus fatigant d'aller chercher des taxis qui n'existent pas dans le coin, etc. Téléphone, non. Je suis toujours prioritaire depuis 92 pour avoir une ligne fixe, mais ça ne vient pas. Donc, j'ai un portable. Un portable qui n'est opérationnel qu'à des endroits bien précis de la concession. Pour avoir le réseau, Françoise Atangana est obligée de monter sur la citerne. Ah, voilà, ça y est. Je l'ai. J'ai le contact. J'ai le signal.
Je reçois quand je suis ici. Ou sinon, je reçois quand je suis en ville, dès que j'arrive sur la route goudronnée, enfin un petit peu après, ou que je monte du côté de Boyard. L'endroit est enclavé, vraisemblablement. Mais on l'avait désenclavé, donc je ne sais pas, il y a sûrement une déficience de ce côté-là. Et puis j'attends toujours le téléphone fixe. À ce moment-là, je pourrais avoir Internet au lieu d'aller en ville pour passer mes emails. Dans la concession, elle est au centre de tout. Chaussée de ses bottes et armée d'une canne en bois, elle présente aux visiteurs les activités agricoles qu'elle supervise. La palmeraie doit faire environ 1,5 hectare. Il y a une première partie qui était les palmiers qui ont été plantés par mon mari, donc ils ont un peu plus de 10 ans. Et puis une deuxième partie qui a été plantée il y a 5-6 ans. Et enfin une dernière partie de l'autre côté là, qui est plus récente, qui n'est pas encore tout à fait en production. Et puis on est obligé de compléter quand il y a des palmiers qui ne démarrent pas. Alors les palmeraies, les palmiers commencent à produire un peu. Dans les anciens, les plus gros, on a des gros régimes. Pour le reste, on n'a encore que des petits régimes. En contrebas, c'est un petit bois d'eucalyptus que j'ai planté peut-être en 93-94. Pour caler un peu la terre. Avant c'était du macabo, c'était pas très intéressant. Et puis il faut toujours replanter parce qu'on est obligé d'abattre des arbres. Non pas pour le plaisir, mais parce que où tombe eux-mêmes. Il y a beaucoup de la foudre, c'est un passage de foudre ici, donc il y a pas mal d'arbres qui tombent et souvent on s'aperçoit qu'ils sont creux. Donc il faut quand même un peu, je dis, on manque pas d'arbres, mais enfin ça fait un coin. Peut-être qu'on pourra un jour les exploiter comme poteaux électriques. Et puis il y a aussi une bananerie qui est là depuis longtemps, qu'on a essayé de renouveler. Ça a posé des problèmes. Je crois que tout le monde avait des problèmes avec les bananiers. C'est des plantains. Bon, on essaie de faire le maximum pour qu'ils soient sains et qu'ils poussent. Donc, ça produit comme les plantains. Vous savez, une fois de temps en temps, vous avez un régime. Enfin, on ne peut pas tellement faire des statistiques. Et ça se mange et ça se donne, et voilà. Donc, on peut parler d'autosuffisance alimentaire. Tout à fait, tout à fait. Banane, ananas, papaye. Oui, avocat, qu'est-ce que j'ai encore noix de palme, piment qui se promène un peu partout, macabo, patates douces, ignabe. On a un champ devant là où ils ont fait j'ai un neveu qui a fait des ignabes, un peu de tout. La cacaoyère fait combien d'hectares? 1 hectare environ. Là. En pente, elle est en pente, elle va jusqu'en bas et jusqu'en haut. Il nous manque, il va falloir qu'on replante. On a une petite pépinière. On a fait une petite pépinière pour essayer de compléter les manquants. On attendra l'année prochaine pour planter. On l'entretient, elle était toute belle en juillet. Et puis on attend maintenant janvier pour nettoyer. Et on commence à récolter. Et là? Alors là, ils ne sont pas encore mûrs. Celle-ci a été mangée sans doute par un écureuil. Il y en a beaucoup ici. Il y a beaucoup d'écureuils, oui. J'en ai juste dans ma chambre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ils mangent les noix de palme surtout. Je ne savais pas qu'ils s'occupaient aussi du cacao. Ça rapporte aussi les... Ça vient juste d'entrer en production. Je veux dire, la récolte est très... L'année dernière, j'ai eu 16 kilos. Bon, cette année, il y aura sans doute un peu plus. Ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, Françoise Atangana se rend en ville. Elle va consacrer une partie de son temps aux activités associatives. Ici, nous sommes à la CAFEJ, c'est-à-dire à l'association des femmes juristes qui s'emploient à promouvoir le droit ou informer les femmes sur les problèmes de droit. Donc il y a des consultations, il y a des réflexions, il y a des publications. Donc on est un peu impliqué là-dedans depuis plusieurs années. Et le document? Le document, ça c'était au niveau de l'amicale Solidarité sans frontières. On a sorti une petite brochure en mettant ensemble nos expériences de veuves, en essayant justement d'informer femmes camerounaises ou étrangères de quelles pouvaient être
les formalités à remplir, les démarches à faire, essayer de comprendre quel était le fond juridique de tout ça. Donc c'est une petite brochure toute simple, mais en fait qui rend service, je crois. Bien intégrée dans les milieux associatifs féminins, elle est aussi au sein de la grande famille Etoudi. L'autre jour, elle m'a apporté un régime de noix de palme. Ce que cela veut dire que vraiment, Françoise, elle s'est déjà adaptée à nos coutumes, à nos mœurs africaines. D'abord africaines, ensuite, il vit très bien comme ses compagnes noires. Si toutes les femmes, si toutes les blanches étaient comme Françoise, je crois qu'il y aura non seulement l'intégration africaine, mais mondiale entre toutes les races. Voici Calliope Ango-Ella, française de père grec. Elle est veuve depuis 1998. Bon, j'ai rencontré mon mari à l'université de Paris 1, comme c'est souvent le cas pour les couples mixtes. C'est souvent dans le cadre universitaire, quand on est étudiant, qu'on rencontre son conjoint. Elle a été acceptée facilement? Ça a été différent. Ma famille grecque l'a très bien accepté, ma famille française, ça a été plus nuancé. Mais malgré tout, vous avez décidé de vous mettre ensemble? Oui, mais ça même avant d'attendre la vie de ma famille, oui, bien sûr. Alors vous êtes mariés en quelle année? On s'est mariés en décembre 86, à la mairie de Paris 13e. Et sa famille, elle vous a accepté? Oui, la famille de Paul a été extraordinaire, toujours, depuis le départ. De sa mère à ses sœurs et ses frères. Alors vous décidez donc de rentrer au Cameroun? Je suis venue en septembre 87 et lui est venu en octobre 87. Et c'est sa famille qui nous a accueillis. Et comment ça s'est passé? Ça a été facile ou difficile pour vous, les premiers mois? Il y a deux choses. D'une part, ça a été facile parce que sa famille a vraiment tout mis en œuvre pour que tout se passe bien, avec énormément de chaleur et d'affection. Ensuite, ça a été aussi facile parce que j'ai trouvé du travail tout de suite. Où? À Fustel de Coulanges, à l'école française. Et ça s'est donc fait tout de suite. Et j'étais pas tout à fait sûre en arrivant que j'aurais ce travail-là, mais ça s'est bien passé. Par contre, ce qui a été difficile, c'est d'apprendre le Cameroun. Et je crois que même après plusieurs années comme moi passées ici, on apprend tous les jours. Et c'est ça aussi qui fait que le pays est très attachant, parce qu'il surprend. Certes, le pays surprend, mais ce qui surprend le plus, c'est le décès en 1998 à l'âge de 41 ans de Paul Ango-Ella. Moi, j'étais partie un mois avant parce qu'on attendait un enfant. Et donc, lui, il était resté avec notre fille aînée. Il avait beaucoup insisté pour rester avec elle. Il était très fier d'elle, très attaché, il jouait beaucoup avec elle, il l'emmenait partout. Et donc, un mois après mon départ pour attendre la naissance de notre second enfant, il a eu une crise cardiaque dont les médecins ne se sont pas aperçus parce qu'il y avait d'autres symptômes que ceux vraiment directs d'une crise cardiaque. Et puis, bon, ça a été rapide, en 2 jours. Bon, et là, c'est un tremblement de terre. Vous êtes à des milliers de kilomètres? Oui, je suis très loin, je m'inquiète énormément parce qu'on m'a pas dit tout de suite ce qui se passait. J'ai senti qu'il y avait... Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 30 minutes, mais ça a été 30 minutes épouvantables, très dur. Et puis, c'est vraiment un tremblement de terre, c'est-à-dire tout s'écroule, le monde s'effondre, comme quelqu'un aurait pu dire.
Et la petite fille? La petite fille, elle était donc restée ici et ma belle famille, comme je l'ai demandé tout de suite, a accepté de me l'envoyer en France parce que c'était ce que je voulais absolument, c'était la serrer, quoi. Et là, je crois que ma belle famille a été vraiment très très bien. Il n'y a pas eu de méfiance? Aucune. La maternité, ils ont été aussi exceptionnels parce qu'ils ont eu une très grande délicatesse de me mettre très vite dans une chambre individuelle. Ils ont été extrêmement, extrêmement fins. Alors l'enfant naît, et puis le nom? Alors, Paul et moi avions pensé l'appeler Dimitri. Et puis donc, son prénom s'est imposé pour ajouter. Donc, il s'appelle Paul Dimitri. Oui. Dimitri, pourquoi? Parce que c'est un prénom grec et Paul aimait beaucoup la Grèce et il avait voulu qu'on l'appelle Dimitri. Paul ne verra jamais Dimitri, son deuxième enfant. Mais qu'à cela ne tienne, Calliope, sa jeune veuve, a décidé de rentrer vivre au Cameroun malgré le poids de l'absence et du vide. Mon choix a été très rapide parce que je considère que la culture de Paul est importante pour mes enfants. Je souhaite qu'ils parlent boulou, je souhaite qu'ils connaissent bien la culture du Cameroun, qu'ils connaissent le pays de leur père. Et c'est pas en France qu'ils apprendront le mieux, ou en Grèce qu'ils apprendront le mieux cette culture qui est très riche. Et toute seule, je ne peux pas la leur communiquer aussi bien que ma belle famille, par exemple. Bon, alors comment vous décidez de rentrer et vous arrivez au Cameroun? Oui. Voilà. Et là, il m'était impossible de continuer à habiter la maison dans laquelle on habitait avant sa disparition. J'ai donc demandé à ma belle famille de faire en sorte de me trouver un logement, n'importe lequel, mais pas cette maison. Et puis ce qui est le plus difficile à gérer, c'est l'absence, quoi. Parce que on se retrouve seul à prendre des décisions, à réfléchir, il faut gérer les deux cultures, il faut décoder. Enfin, moi, je dois décoder. Alors, je demande souvent conseil. Parce que, on a beau vivre depuis longtemps au Cameroun, comme je le disais tout à l'heure, on apprend toujours. Et donc, on ne comprend pas toutes les situations, tous les comportements, on ne les interprète pas forcément de la bonne façon. Il faut vérifier si on ne se trompe pas. Ça donne plus de responsabilité aussi et plus de doutes sur la qualité de ses décisions. Oui, et dans vos moments d'angoisse et de désespoir, est-ce qu'il vous arrive parfois de penser ou bien d'avoir une certaine envie d'aller voir, peut-être d'aller au niveau de la tombe pour voir un peu, peut-être chercher le réconfort? Je ne sais pas si c'est du réconfort, je ne sais pas si c'est une façon de se rapprocher, mais quelquefois j'ai vraiment envie, effectivement, de voir la tombe. Mais une fois que j'y suis allée, au bout de 10 minutes, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Oui, partir pour vaquer à ses occupations professionnelles. Calliope Angoela enseigne l'histoire et la géographie au lycée Fustel de Coulanges de Yaoundé. J'ai à peu près 15 heures de cours par semaine, essentiellement les matinées où je suis ici, et j'ai essentiellement des classes de lycée. Et ça marche, ça vous occupe beaucoup? Oui, ça me prend une grande partie, ça me prend donc pratiquement toutes les matinées, plus un travail personnel en dehors de concertation avec les collègues, parce qu'on travaille beaucoup en pluridisciplinarité, ou alors on travaille aussi dans des cadres des travaux personnels encadrés, on est à plusieurs enseignants de différentes disciplines. Et puis bien sûr, la préparation des cours, l'intégration de l'actualité au cours et puis aussi les corrections comme tout enseignant. J'aime profondément mon métier. Je crois que la plus grande réussite d'un enseignant, c'est quand on arrive à faire en sorte qu'un élève en difficulté
devienne un élève moyen et ait, lui, des satisfactions dans son travail. Et ça, c'est le plus difficile, parce que les bons élèves seront toujours bons, et bien sûr, on les épaule, on les conduit, on les aide, mais le plus grand défi de l'enseignant, c'est les élèves en difficulté. Et c'est ceux-là pour lesquels, en fait, l'essentiel du travail est fait, quoi. Après le lycée Fustel de Coulanges, c'est à la Fondation Paul Anguilla que Calliope passe le plus clair de son temps. Il y a en fait 4 pièces. Une pièce d'accueil de secrétariat. Ici où nous sommes, le centre de documentation qui est ouvert aux chercheurs, aux universitaires, aux étudiants. Et puis 2 salles de consultation, donc sur place pour les étudiants ou les chercheurs qui recherchent de la documentation actualisée. Il y a des modalités d'accès à la documentation? Alors il y a 3 formules, on peut venir pour la journée, on peut s'abonner pour un mois ou alors pour l'année, et dans ces cas-là, on a aussi le bulletin que nous publions. Oui, mais c'est pas gratuit. Non, c'est pas tout à fait gratuit. Pour la journée c'est 500 francs, pour le mois c'est 3000 francs CFA, et pour l'année c'est 15 000 francs CFA. La fondation, elle est née juste suite à la disparition de Paul Anguilla, puisque lui il avait créé le centre d'analyse et de prospective d'Afrique centrale en géopolitique. Et donc, quand il est décédé, des amis, ma belle famille et moi-même, on a décidé de continuer ce qu'il avait commencé. Parce que le centre qu'il avait créé avait 9 mois d'existence. Il avait lancé un colloque international sur la prévention des conflits en Afrique centrale. Et on a voulu que la fondation porte son nom, de façon à pérenniser son nom et puis ce qu'il avait fait, c'est-à-dire de faire connaître la géopolitique au Cameroun et puis au grand public aussi. Oui, il a publié quelques livres, quelques bouquins. Alors les actes du colloque qu'il avait organisé a été publié chez Cartala. Et puis il a publié des articles dans la revue de l'IRIS de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, dans la revue de défense nationale aussi, à Paris. L'ambition, c'est que ça soit un véritable centre de recherche en Afrique centrale, en géopolitique. Alors on s'y achemine tout doucement et puis progressivement, parce que le but c'est à chaque fois qu'on ajoute une activité, que celle qu'on a déjà mise en place continue de fonctionner et se rôde. Par exemple, là on vient de lancer une nouvelle publication qui s'appelle Conjoncturis, qui est à l'usage des décideurs, qui en fait est une lettre de conjoncture géopolitique et de prospective. Mais ça, on a attendu qu'Enjeu ait 4 ans pour pouvoir lancer cette nouvelle activité. Et on a d'autres projets qui vont être mis en place de la même façon, une fois que ceux qui sont en cours sont bien installés, bien solides. Françoise Tchungui est veuve depuis 1999. Avec son mari, elle a connu un itinéraire riche et dense. Je suis arrivée au Cameroun en 1969. Mon mari a commencé immédiatement comme professeur à l'École normale supérieure en sciences de l'éducation. Et moi, j'ai eu un poste au lycée Leclerc à cette époque-là. Nous avions déjà 2 enfants, les 2 aînés, qui sont nés en France. Et nous avons eu la 3e en 1971, qui est donc née à Yaoundé. Mon mari a été nommé... mon mari a une carrière un petit peu mouvante, disons. Il a été secrétaire national pour l'UNESCO. Il a été nommé comme directeur à l'Institut d'éducateurs et assistants sociaux de Bétamba. Donc en fait, on a passé 2 ans à Bétamba, en pleine brousse. C'est là d'ailleurs que ma fille est née, ce qui n'était pas toujours facile. Et puis on est revenu à Yaoundé. À ce moment-là, j'ai été nommée, moi, au collège bilingue. Collège, pas lycée. Et en 1981, mon mari a été nommé comme conseiller culturel à Paris. Donc nous avons passé 5 ans en France. Et puis mon mari a demandé à retourner au Cameroun, ce qui a étonné tout le monde, parce que c'était assez exceptionnel, mais on voulait retourner là-bas. Donc on est reparti. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu un poste au lycée Fustel.
Et puis donc, de 81 à... moi, je suis restée de 86 à 99 comme professeur au lycée Fustel. Mon mari, lui, avait été nommé comme, au ministère de l'enseignement supérieur, dans les affaires générales, comme secrétaire des affaires générales. Et puis, malheureusement, mon mari est tombé malade en quelle année? En 92, je crois. Et sa maladie a duré 7 ans. Donc là, la vie est devenue vraiment très difficile. Et puis, ça s'est terminé par son décès en 99. La famille a été très heureuse de voir que j'acceptais certains rites qui ont été aménagés. Il y a eu des concessions des deux côtés. Vraiment, je pense que ça s'est très bien passé. Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais là, vraiment, je n'ai pas eu de problème. Au contraire, je peux dire que ça m'a fait du bien. Les enfants aussi, les enfants tenaient à ce que ça se passe dans les traditions, etc. Ils ont été très heureux. Au lieu de rentrer définitivement en France après le décès de son mari, elle a décidé de rester au Cameroun. Et au Cameroun, elle ne s'ennuie pas. Ici au Cameroun, disons que je suis plus tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'activités qui concernent soit la belle famille, soit diverses associations dont je pourrais vous parler. Oui, alors si vous voulez, les associations, il y en a une dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est notre amicale Solidarité sans frontières. C'est une association qui regroupe les femmes d'origine étrangère qui ont épousé des Camerounais. Et bon, notre but, c'est un petit peu c'est la solidarité, aussi bien psychologique que, dans la mesure où on le peut, matérielle et financière, mais surtout beaucoup psychologique. Dès qu'une a un problème, par exemple, vous parliez du décès de mon mari. L'amicale était avec moi au moment du deuil, est allée au village avec moi, etc. Alors, avec la belle famille, quelles sont les activités que... La belle famille, disons que j'ai essayé quand même de réduire un petit peu le cercle, c'est-à-dire d'en rester au plus proche, parce que sinon c'est un peu l'envahissement. Donc il y a mes beaux-frères, belles-sœurs qui ont beaucoup d'enfants. Donc j'essaie d'aider surtout les enfants au niveau de la scolarité. J'ai fait par exemple le 1er janvier, j'ai fait venir les enfants ici, on a fait la petite fête, chacun avait son petit cadeau, ils ont bien mangé, tout le monde était très content. J'ai une retraite française, donc qui est quand même beaucoup plus conséquente qu'une retraite camerounaise, c'est ça qui me permet de m'en sortir. À ce point de vue-là, c'est vrai que je suis privilégiée par rapport à beaucoup d'autres dames de l'amicale. Je fais partie aussi d'une association qui essaie de lutter contre le sida, parce qu'on ne peut pas rester inactif à ce point de vue-là dans le pays. Et puis alors sinon, il y a la maison, tout ce qui concerne la maison, et puis il y a la peinture. Je querelle avec le chemin, parce que j'y arrive. J'ai beaucoup de mal à le rendre comme je dis. Alors je dis, on mange le tugger. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, sûrement. Vous êtes du coin, parce que ça, c'est bien béti quand même. Donc, c'est les feuilles de tugger avec l'arachide et le poisson fumé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec, Cécile, comme complément? Avec le macabo. Avec le macabo, voilà. J'ai tenu à ce qu'à chaque naissance d'un petit enfant, il y ait un arbre de planté. Donc j'ai 3 petites filles, chacune a son arbre, qui a le même âge qu'elle. Donc j'ai le manguier, qui est le plus grand là-haut, qui a 11 ans, comme l'aîné. Le mandarinier, elle s'appelle Nouma. Et le mandarinier qui a 8 ans, comme Solène. Et puis le tout petit, le dernier, qui a 2 ans, comme Eva Louisa. Toujours un mandarinier? Non, c'est un corosolier. Un corosolier. Donc voilà, alors quand je vois les arbres pousser, je me dis que mes petites filles
pousse bien aussi. Aujourd'hui, Françoise Tchoungui se trouve en métropole. Grâce à sa retraite française, elle passe 6 mois au Cameroun et 6 mois en France. C'est pas facile parce que à chaque fois il faut se réadapter déjà, donc à chaque fois j'ai un bon mois de réadaptation au climat, au mode de vie, etc. Bon, financièrement c'est pas évident du tout, ça coûte cher. Puis bon, ça multiplie un petit peu les problèmes par deux, quoi. Il y a des problèmes ici, il y a des problèmes là-bas. Vous avez des biens en France? J'ai rien en France. Alors? Alors pour l'instant, je partage un appartement avec ma fille. Bon, j'aurais le projet d'acheter quelque chose ici, mais bon, pour ça, il faut des moyens. Quand vous retournez comme ça, est-ce que vous êtes accepté par les Français en général? Moi, je ne me suis jamais trouvée vraiment en but au racisme. Par contre, bon, pour mes enfants, c'est arrivé quelquefois, mais il y a longtemps, quand ils étaient enfants. Quelques anecdotes? Par exemple, bon, des choses bêtes, hein, de gamins qui se bagarrent, mon fils devait avoir dans les 14 ans, et puis bon, l'autre qui le traite de sale négro, quoi. Parmi ses multiples occupations en France, Françoise Tchoungui a des priorités. D'abord, je dirais que je m'occupe de la famille, essentiellement de ma petite fille qui habite dans cet appartement, de mes 2 autres petites filles qui sont beaucoup plus grandes, mais enfin bon... Normalement, le mercredi, je ne suis pas ici, je suis avec elle. Mais bon, aujourd'hui, je suis restée, ça tombait bien. Et puis, je fais de la peinture. Disons que j'ai commencé à faire de la peinture il y a 6 ans environ, et là, je commence à vouloir exposer, éventuellement vendre mes tableaux. Ouais, vous peignez sur quoi? Alors, je peins principalement sur le Cameroun. Je prends des photos au Cameroun et je fais des tableaux à partir de ces photos. Oui, vous pouvez nous en parler un peu, quelques-unes? L'ensemble, là j'en ai une quinzaine, disons, qui sont bien, disons, qui sont réussis. J'ai intitulé l'ensemble Couleurs de l'Afrique et j'ai peint des paysages du nord, du centre, avec Yaoundé bien sûr, Kribi aussi, quelques-uns de l'ouest. Bon, la plupart du temps, ce sont des paysages avec des silhouettes très colorées. J'ai voulu insister sur la couleur. Pour moi, la couleur, là-bas, c'est quelque chose d'essentiel dans le paysage. Et je trouve que les couleurs, c'est souvent les femmes. Donc la couleur des pagnes, des objets, etc. Vous les vendez, vous exposez? J'expose, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vendu. J'essaie. C'est très difficile de se séparer, de se dire ce que j'ai fait, je vais le perdre. L'argent ne remplace pas le tableau. Donc j'ai mis très très longtemps avant de m'y décider. Donc là, ça fait quasiment 1 mois que je me suis dit je vais essayer. Oui. Mais pour l'instant, j'ai encore rien vendu. C'est ici, à Clermont-Ferrand, au pied du célèbre Puy du Dôme, que Jacqueline Soba a rencontré il y a près de 40 ans un jeune Camerounais originaire d'un Gaoundéré nommé Soba. Oui, on s'est connus en juillet 58, en 1958, lorsqu'on passait les épreuves écrites de la 2e partie du baccalauréat au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. On était donc assis dans la même salle, assis côte à côte, et au premier rang, je me souviens très bien. Et j'étais surprise, parce que je crois que c'était presque la première fois que je voyais un homme de couleur. En revenant chez moi, j'ai dit « Ah, papa, maman », il y avait un noir à côté de moi. Il y a eu d'abord une grande amitié entre nous, qui s'est développée et qui s'est transformée en amour. Et on s'est mariés le 20 juillet 1964.
à Clermont-Ferrand. On s'est mariés tous les deux contre l'avis de nos parents. Mes parents ils disaient mais c'est de la folie, c'est trop tôt. Mon père disait tu vois, les arguments qu'il avançait étaient raisonnables en fait. Il disait mais c'est trop tôt, tu vois, ça va pas marcher, puis tu vas être loin, on te verra plus. Bon, et le père de mon mari disait à mon mari mais tu la vois assise sur la natte à côté de nous, non c'est pas possible. Enfin bref, on n'a pas obéi aux parents et on s'est mariés. Et le soir de notre mariage, je me souviens que mon mari avait fait la réflexion suivante. Il m'a dit, tu vois Jacqueline, nous sommes deux fous, deux aventuriers. Et on avait le sentiment de vivre le début d'une aventure parce qu'on prévoyait quand même qu'il y aurait quelques problèmes. Des problèmes, le couple Soba en a connu, surtout à son arrivée au Cameroun en décembre 1966. À l'arrivée, oui, j'étais un petit peu désemparée parce que j'ai trouvé à la maison un petit frère et une petite sœur. Solidarité camerounaise oblige. Bon, j'étais pas contre, mais j'arrivais avec mon bébé et je ne savais pas bien gérer un ménage. J'étais un peu dépassée par les événements, il faut le dire. Et j'étais pleine de bonne volonté, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je me débrouillais très mal. Surtout que mon mari disait, on n'aura pas de boy. Alors j'ai dit, oui, on avait nos idées un petit peu révolutionnaires, on n'aura pas de boy. Alors pendant 2 mois, quand mon mari revenait, la cuisine n'était pas prête, rien n'était prêt, je n'y arrivais pas. Et le travail, vous l'avez eu facilement? Non. J'ai eu difficilement le travail parce que pour des raisons que je préfère pas évoquer, bref, j'avais fait une demande et puis j'avais fait une demande dès 67, dès le début de 67. Et puis finalement, j'ai pu travailler qu'en septembre, à partir de septembre 68. Oui, est-ce que les autres Français du Cameroun vous ont accepté? Dans leur regard, il y avait, je vous dis, méfiance, je suis sévère, suspicion, incompréhension, parfois pitié. Oh, la pauvre, qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Exactement. Et chez certains extrémistes, mépris. C'était assez difficile enfin moi, c'est difficile de faire abstraction de leur regard, justement. En plus de ces regards, Jacqueline Soba était confrontée à des difficultés matérielles dues au fait qu'elle n'était pas bien rémunérée. Ça nous a embarrassés parce que j'avais besoin de partir en France pour voir mes parents. J'aimais beaucoup ma mère. Et pour mon équilibre psychologique, j'avais quand même besoin de retourner là où j'étais née de temps en temps. C'était nécessaire, c'était normal. Mais votre salaire ne vous le permettait pas? Mon salaire de 54 000 francs pour la première année, CFA. Nous sommes en 66. Nous sommes en 68. 68. Maintenant, oui, parce que j'ai commencé à travailler en 68, donc salaire très modeste. Et donc, comme vous le savez, dès cette époque, les voyages Cameroun-France étaient très chers, ont toujours été très chers. Donc, et bien voilà, il y avait aussi la sécurité sociale qu'il fallait payer, la cotisation pour la retraite que je prélevais sur ce maigre salaire. Donc, oui, ça a nui, ça a beaucoup nui. Nos problèmes étaient surtout matériels avec mon mari parce qu'on s'entendait bien. Ce qui devait arriver arriva. Le 17 juillet 1981, Jacqueline Soba, la mort dans l'âme, décide de quitter le Cameroun. La raison la plus importante est la santé de notre fils Pierre, qui était atteint d'un asthme très sévère. Et donc, Madame Gamy, qui soignait Pierre, elle nous a dit qu'elle avait parlé du cas de notre fils avec d'autres médecins et nous avait dit il faut qu'il rentre en France parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour soigner.
On n'a pas des tentes à oxygène, par exemple, parce qu'il entrait souvent en état de mal asthmatique. Donc, son cas était très, très grave. Elisabeth avait aussi beaucoup des problèmes d'allergie graves aussi. Alors, avec l'accord de votre mari, Bien vous quittez sûr. dans Bien sûr. le Cameroun? Bien avec sûr, je vos tiens à trois le enfants. dire. Donc, évidemment, mon mari ne voulait pas que je m'en aille, mais il me disait, tu es au bout du rouleau, et puis Pierre ne s'adapte pas parce que notre fils était parti 1 an avant. Il était interne au lycée climatique d'Argelès-Gazost, près de Lourdes. Et le directeur nous avait écrit pour nous dire qu'il s'adaptait mal, que c'était un enfant très affectif et il avait besoin de son père et de sa mère. Donc il fallait venir à tout prix. Alors, comme on était seul, on ne pouvait compter sur personne, j'ai sauté le pas. Et c'est la mort dans l'âme que j'ai quitté le Cameroun, que j'ai aimé. D'abord, j'avais la douleur de quitter mon mari. Lui aussi était très malheureux et ça a été très très dur. Et je suis repartie à zéro de ce côté-là. J'ai été accueillie par mes parents, vous voulez dire? Quand même. Oui, ils étaient très fâchés de cette situation. Ils disaient... bien fait. Oui. Bien fait pour elle. Bien fait pour elle. On lui avait bien assez dit que c'était une folie qu'elle avait faite. Par contre, j'ai été bien accueillie au lycée d'Issoire où j'ai été nommée conseiller principal d'éducation, d'abord comme faisant fonction. Et là, j'ai été accueillie chaleureusement. Et moi et mes enfants, bien que les enfants ont commencé à avoir des problèmes. Lesquels genre? Eh bien, je dirais... ils ont souffert du racisme, d'un regard qui n'était pas toujours bienveillant, toujours gentil. Et comme je savais qu'ils n'étaient pas toujours bien traités par l'environnement, donc j'ai redoublé d'attention. Ah oui, vraiment. Ça a été même ma force, c'est grâce à eux que j'ai tenu le coup. Et j'ai passé un concours pour être titularisée dans la fonction de conseiller d'éducation. En 83, donc en 83, 2 ans après mon arrivée, j'ai été reçue tout de suite. Ça vous a donné cet avantage? Oui, ça m'a permis d'avoir un logement de fonction et d'avoir toujours mes enfants près de moi. Voilà. Et votre mari? Alors, mon mari, voilà, ça c'est le point douloureux. La situation n'était pas simple. Est-ce qu'il pouvait quitter son travail? Et puis il se sentait aussi des obligations, des devoirs envers son pays. Il a été tiraillé entre nous, la famille qui s'était créée, et son idéal qu'il n'a jamais trahi. Alors il décède en 1991. Exactement, le 26 août. Et il était venu, il venait chaque année, et en 90, son état de santé s'était aggravé beaucoup. Quand il est mort, le 26 août 91, à 10h du matin, on l'a enterré le jour même, parce que chez les musulmans, on enterre le jour même. Donc je n'ai pas eu le temps de me déplacer. Et j'ai pensé aussi faire revenir son corps pour l'enterrer à Clermont-Ferrand, chez moi. Et on m'a expliqué, mes beaux-frères ont dit, c'est pas la coutume, tu vas encore contrarier la tradition et il faut pas le faire. Donc j'ai de la terre. Ma fille est allée l'année après et elle a recueilli de la terre au-dessus de sa tombe, et donc on l'a conservée pieusement, cette terre. Faut que je me calme. Sinon on ne va pas travailler. Oui, je sais.
Malgré l'émotion et les souvenirs pénibles, Elisabeth Soba a gentiment accepté de nous livrer quelques extraits de la dernière lettre reçue de son père. C'était à l'occasion de son 17e anniversaire. 17 ans, te voilà grande et au seuil de la transition entre le monde de l'enfance et celui des adultes. Déjà, que le temps passe vite. Tu vas finir par comprendre que l'adulte n'aspire qu'à sa quiétude et est attaché aux valeurs anciennes qu'il a établies et qui constituent à l'heure actuelle la civilisation technique qui, soucieuse normalement de procurer aux hommes des biens, s'est en fait progressivement muée dans la production et la consommation en négligeant les besoins vitaux de l'homme. J'aurais voulu peut-être en profiter pour dire à ma belle famille que lorsque j'ai quitté le Cameroun, ce n'était pas de ma part du désintérêt pour eux, pour le Cameroun et encore moins pour mon mari. Mais c'est parce que j'ai été obligée de le faire. J'aimerais tant les convaincre. Et je voudrais qu'on ait de bonnes relations. 2 mois après notre rencontre chez elle à la cité Michelin de Clermont-Ferrand, Madame Soba nous a écrit pour nous faire certaines révélations. La caméra m'a intimidée et de ce fait, j'ai peut-être été trop réservée. Je n'ai pas osé vous entretenir des difficultés que je rencontre pour entrer en possession des biens légués par mon mari à nos enfants. Ces biens, il les a obtenus grâce à son travail. Si le droit triomphe dans cette affaire, ce sera une grande victoire qui permettra aux enfants d'avoir une image positive du Cameroun, pays que mon mari a aimé et a servi avec dévouement. C'est important pour moi et pour la mémoire de mon mari que les biens qu'il a acquis soient transmis à ses enfants. Veuve depuis le 9 février 1969, c'est ici, chez sa fille, à Troyes, en France, que vit Madame Nsomvonda depuis quelques années. Comme un film projeté au ralenti, elle nous a raconté l'histoire de sa vie au Cameroun. Nous sommes arrivés au Cameroun le 4 novembre à Douala, 1960. Nous sommes restés quelques jours à Douala, on est monté sur Yaoundé. On est resté à Yaoundé dans la belle famille. Et quelques semaines après mon arrivée au Cameroun, j'ai vu qu'il fallait travailler de suite. Alors j'ai eu la chance d'avoir un métier qui m'a permis de faire, comme on dit, bouillir la marmite pour la famille. Parce que j'ai vu de la façon dont on vivait au Cameroun, dans les familles, c'était pas évident. Il n'y avait pas toujours de l'argent pour nourrir tout le monde. Alors donc il a fallu que je me mette au travail tout de suite. Et j'ai eu la chance d'avoir de la clientèle. Alors, quel travail, quel genre de travail? La couture. J'étais couturière de mon métier. Alors donc. De votre mari? Et mon mari, lui, faisait le commerce. Et nous avons ouvert un magasin au mois de février, ancien Madubo, un commerce général. Là, nous sommes restés dans ce commerce 1 an et demi. Et vous avez combien d'enfants? 2 enfants, une fille née en 53 et un fils né en 55. Alors ça s'est bien passé par la suite? Par la suite, ça a été difficile parce que beaucoup de personnes ont mis des bâtons dans les roues à mon mari dans son travail parce que on lui a reproché qu'il venait enlever le pain de la bouche des Français qui étaient là-bas, des Blancs qui étaient au Cameroun. Par la suite, l'affaire a été fermée. Mon mari est resté presque 1 an et demi sans travail. Et donc c'était toujours moi qui travaillais avec mon... En 62, fin 62. Et nous avons eu la chance d'avoir un crédit pour aller ouvrir un hôtel, un vieil hôtel à Ebolova. Réouvrir un hôtel à Ebolova. Et donc là, nous y sommes restés. Quel hôtel, le nom? Hôtel Splendide à Ebolova. Et nous sommes restés là-bas de 63 à 67. Et en 67, alors, il y a un magistrat qui
avait aidé mon mari à avoir un crédit. Et donc, comme l'affaire ne marchait plus, il s'est octroyé des droits en étant magistrat de nous mettre dehors de l'hôtel et de vendre tous nos biens. Et donc, après, on s'est retrouvés à la rue. En juin 68, je suis remontée sur Yaoundé avec mes enfants. Et donc, je me suis remise à refaire ma couture à Yaoundé. J'ai retrouvé toutes mes anciennes clientes. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à zéro à Yaoundé. Et manque de chance, après, début 69, mon mari venant nous voir à Yaoundé, des Bolov à Yaoundé, puisque lui était resté sur place pour les affaires de l'hôtel. Donc, en venant et en repartant sur Ebolova, il a eu un accident de la circulation, donc il en est mort le 9 février 69. Entre 1990 et 1995, la vie devient de plus en plus difficile pour la couturière du quartier Mvorata Nambala à Yaoundé. Alertées, les autorités consulaires décident de la rapatrier en France. Mais en France, elle est dépaysée. Elle ne se sent pas du tout chez elle. Les problèmes que je rencontre aujourd'hui ici, c'est que je ne me sens pas ici chez moi. En France, je suis française, mais je ne me sens pas chez moi. Vous n'avez pas de famille? Non. À part mes enfants. C'est difficile d'en parler. C'est des souvenirs que je... Les moments au Cameroun ont été durs, très difficiles, mais m'ont laissé j'ai aussi des bons souvenirs de là-bas. Je vis avec le peu que j'ai, donc une petite retraite de rien du tout, qui me permet de vivre avec mes enfants parce que nous sommes tous ensemble. Et votre santé? Ah ben ma santé n'est pas bonne. Ma santé n'est pas bonne. Bon, j'essaye de tenir le coup, mais je suis tombée malade depuis quand même plusieurs années. Avant de venir en France, j'ai un problème de cœur, puis avec mon poids. Et mon poids ne s'est pas arrangé parce que je prends des médicaments, je suis suivie continuellement par un docteur. J'ai même été hospitalisée au début de l'année, j'ai manqué d'y passer. En début de janvier, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'ai été hospitalisée. Bon, ce qui me pose beaucoup de problèmes, comme j'ai déjà dit, c'est cette histoire parce que nous habitons dans un appartement au 2e étage. Et donc, je ne peux pas descendre les escaliers, je ne peux pas les monter, je ne peux pas les descendre, ou alors très difficilement. Je suis très essoufflée, j'ai du mal à respirer. Et donc, c'est ce qui me pose beaucoup de problèmes. Mais vous avez la chaleur familiale, vos enfants, voilà, vos petits-enfants. C'est ce qu'il y a de bien. Je suis bien entourée, avec ma famille, avec ma fille, mon petit-fils, enfin mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, là, de ce côté-là. Je suis très, très bien. Je suis bien entourée, je ne suis pas malheureuse de ce côté-là. Où je suis malheureuse, c'est parce qu'ici, on est enfermés. Il n'y a pas de rapport avec personne. Les gens sont tous enfermés chez eux. On ne se connaît pas les uns les autres. Il n'y a pas aucun rapport humain, quoi. La mentalité qu'il y a ici en France, c'est très difficile. Les Français eux-mêmes se renferment chez eux. C'est comme s'ils avaient peur de l'étranger, parce qu'ils nous considèrent, nous, en étant pourtant français, on nous considère presque comme des étrangers, chez nous en France. Alors, c'est pas facile. Alors, votre mot de fin, dernier mot de fin? Mon dernier mot de fin, qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose que je peux vous dire, c'est que je regrette beaucoup d'être partie du Cameroun définitivement. Je n'aurais dû pas partir définitivement du pays.
Parce que la vie n'est Parce pas que agréable. je continue à penser que le Cameroun, c'est mon pays aussi. Parce que la vie de la France d'aujourd'hui n'est pas la France de mon enfance. C'est ici, sur les Champs-Élysées, à Paris, que prend fin QSD d'aujourd'hui. C'est pour nous l'occasion de saluer le courage des veuves blanches du Cameroun et de France. C'est également l'occasion pour nous de leur dire merci. Merci de nous avoir raconté leurs histoires respectives. Merci de nous avoir ouvert le grand livre de leurs souvenirs. Bonsoir.